Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinar organisé par Modo. Il est 11h30 pétante, on n'a pas raté ce lancement et c'est déjà une réussite. Je suis ravi d'accueillir Clément. Salut Clément. Salut, bonjour à tous. Ravi d'accueillir Clément du coup pour cette 5e édition du webinar de Modo. Aujourd'hui, on va donc pouvoir parler de visibilité locale des points de vente et qui de mieux que Clément finalement de Gay Suite pour nous accompagner sur ce sujet. On va, avant de démarrer, rapidement se présenter. Ça va laisser un peu de temps comme ça pour les derniers retardataires de se connecter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Tourme et je suis l'un des cofondateurs de Modo. Modo, c'est une agence digitale basée à Nantes qui accompagne des TPE, des PME, des ETI, des startups dans le digital à travers 3 axes principaux, le développement web, du conseil web design au développement, l'intégration, la mise en ligne, la maintenance, l'hébergement, des leviers web marketing, tout ce qui va être SEO, SEA, social ads, community management et rédaction de contenu, et tout un axe conseil et formation pour accompagner au mieux nos clients et faire monter nos clients en compétences. On a accompagné plein de clients variés. Voici quelques références. L'idée, c'est juste de vous montrer qu'on travaille pour plein de secteurs différents, l'industrie, la santé, le sport, l'immobilier, l'e-commerce pur et dur. Et sur différentes structures, encore une fois, de la start-up au grand compte. Notre volonté, c'est de vulgariser, rendre accessible le digital, pas utiliser des termes pompants pour faire compliqué et cher. Et la deuxième chose, c'est aussi d'éduquer nos clients à analyser les retombées, peu importe les actions qu'ils vont choisir d'entreprendre. Voilà pour la présentation de Modo. Et puis Clément, du coup, je te laisse présenter Guest Suite rapidement. Ouais, en quelques mots, Gay Suite est une boîte nantaise, donc bretonne. J'ai raison sur ce débat-là, évidemment, qui est née il y a un peu plus de 10 ans. On a fêté nos 10 ans il y a un mois et demi. En fait, comme toutes les semaines, je dis il y a un mois, au bout d'un moment, ça va faire 2 mois ou 3 mois. En tout cas, on a à peu près 10 ans. On est né historiquement pour accompagner les professionnels du tourisme dans l'exploitation des avis clients avec l'émergence de TripAdvisor, Booking.com, Airbnb, Google, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, on a scalé, comme on dit dans le jargon du numérique. Et donc, on a étoffé à la fois évidemment notre produit et puis nos cibles. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 8000 points de vente sur l'ensemble des secteurs d'activité concernés par les avis clients. Donc, j'ai envie de dire à peu près tous les secteurs d'activité. Le secteur phare étant le tourisme, toujours, l'automobile, la banque assurance, l'immobilier, le retail, le monde de l'habitat, etc. Et on accompagne ces clients avec un positionnement. Donc, d'abord, on édite un logiciel SaaS. Et puis, au-delà de ça, il y a un accompagnement humain, évidemment, fort, qui est l'une de nos propositions de valeur les plus importantes. Et on accompagne ces gens-là avec un positionnement particulier, qui est celui d'être à la croisée des chemins entre le pilotage de la qualité et l'e-réputation et la visibilité locale. Parce qu'on considère chez Gay Suite qu'il y a un dénominateur commun très fort entre la mesure de la qualité, la satisfaction client et l'e-réputation. Ce dénominateur commun, c'est la voix du client. Et donc, on aide nos clients à devenir remarquables parce qu'on les aide à offrir des belles expériences et à mesurer des belles expériences clients. Et on les aide à être remarqués cette fois parce qu'on exploite la voix des clients et on exploite cette satisfaction pour faire une meilleure e-réputation en gros. Donc, c'est 3 métiers, feedback management, review management, gestion des avis clients et présence management, gestion des fiches. Les 8000, plus de 10 000 même marques maintenant. Pareil, ça fait 2 ans que je dis plus de 8000, mais c'est plus de 10 000 maintenant qui nous accompagnent. Vous en avez quelques-unes à l'écran. Ça, c'est surtout pour là du name dropping intéressant en voyant les logos. C'est surtout pour illustrer la variété des secteurs d'activité et la variété de la taille des comptes. On est capable d'accompagner des indépendants, des points de vente indépendants, un camping, un hôtel, une agence, un constructeur, un garagiste, etc. Et en même temps, des groupes dans ces secteurs-là. Voilà pour être rapide. Super, merci beaucoup Clément. L'idée de ce format, du coup, c'est un peu de changer pour ceux qui ont peut-être suivi les derniers webinaires. Je parle comme si on avait une audience de milliers de millions de téléspectateurs. L'idée, c'était de changer, d'arrêter de passer des slides et plutôt d'être un format un peu interview. J'ai pas mal de questions, évidemment, à poser à Clément sur le sujet. L'idée, c'est d'avoir un échange comme on pourrait le faire dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas, vous, à commenter du coup directement sur LinkedIn. Nous, on voit les commentaires qui remontent et donc on pourra prendre des questions s'il y en a au fur et à mesure. On va pouvoir démarrer. Et du coup, la première question que j'avais envie de te poser, Clément, c'est est-ce que tu avais une dernière actualité un peu récente à partager chez Gay Suite? Bah oui, forcément, j'en cite, on a pas mal d'actu parce que ça bouge vite. J'en cite deux. La première, qui est probablement la plus importante,
c'est qu'en début d'année 2024, on va livrer la nouvelle version de la solution G Suite. Donc évidemment, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça n'a pas d'intérêt comme actualité, ça a évidemment de l'intérêt pour nos clients. En premier lieu, parce qu'il y a une refonte globale, évidemment, de l'architecture technique, ce qui va offrir des performances dans le produit qui sont plus intéressantes. Il y a une refonte aussi de l'univers plutôt d'un point de vue design, ce qui là pas une mince affaire parce que ça dit beaucoup de l'importance de l'UX, de l'expérience utilisateur au sein de Guest Suite. Et au-delà de ça, ce qui rejoint donc ma deuxième actu, on va évidemment étoffer avec des nouvelles fonctionnalités. Et donc c'est ça la deuxième actu que je pourrais partager, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le sujet dont on reparlera probablement, de la réponse aux avis clients. Et donc, déjà en janvier dernier, on était la première boîte en Europe à intégrer les technologies d'OpenAI, ChatGPT, etc., pour accompagner nos clients dans leur stratégie de réponse aux avis. On va aller encore plus loin avec des mécaniques de réponses suggérées par intelligence artificielle, des réponses postées automatiquement, diffusées automatiquement via intelligence artificielle, avec différentes offres qui seront adaptées en fonction des besoins de nos clients, parce que tous ne veulent pas de l'IA à 100%, évidemment, certains veulent juste de l'aide à la créativité. Donc, on va déployer ça, entre autres, dans la nouvelle solution. Et donc, l'idée, c'est de booster au maximum l'usage de la solution par nos clients. Donc, on est relativement confiant et surtout, on a hâte de sortir ce nouveau produit. Ok, canon, super, super, top. Eh ben, écoute, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et j'aime bien démarrer par des chiffres quand on parle de réputation locale, etc. Nous, il y a un chiffre qu'on dit régulièrement, mais très honnêtement, parfois, je ne sais plus d'où vient la source. On dit souvent qu'aujourd'hui, on a 4 utilisateurs sur 5 qui vont chercher de l'information sur Google, sur des recherches locales. Mais je voulais savoir, toi, si tu avais un chiffre que tu avais envie de communiquer. Déjà, tu as dit un truc très important, c'est qu'on ne sait jamais d'où vient la source. Mm. Ça, c'est un énorme problème dans le marché de la visibilité locale, de Google, des avis clients de manière générale, etc. C'est un constat qu'on a fait il y a 3 ans en se disant, c'est insupportable à la fois pour nous en tant que professionnels, mais aussi pour le marché, les décideurs, les directeurs d'établissement, directrices d'établissement, directeurs, directrices marketing, etc. Personne ne connaît l'impact réel, les chiffres exacts sur l'impact de la visibilité locale et des avis clients. Les seules datas qui existent, c'est soit des datas qui sont issues de boîtes américaines, mais qui sont impossibles à traquer vraiment, soit qui sont issues des plateformes en elles-mêmes qui ne sont pas objectives. C'est la raison pour laquelle nous, on a mené, il y a 3 ans maintenant, notre première étude annuelle avec IFOP, pour avoir des chiffres qui sont récents, qui sont tracés, traçables et qui sont factuels et surtout qui concernent accessoirement le marché français parce qu'on avait très peu de data là-dessus. Et donc, cette étude, elle a été refaite notamment il y a 3 mois. Je vous invite à aller la consulter sur le site www.guest-suite.com, évidemment. Et donc, le chiffre que je vais donner pour illustrer notre échange du jour, il est issu de cette étude avec l'IFOP. On a une quinzaine de chiffres un peu marquants dans cette étude. Je t'en cite un qui est pour moi le plus important. On sait avec le temps quand même et la montée en maturité du marché et surtout des consommateurs que ça y est, on a compris, les avis clients sont importants pour les consommateurs, sont importants pour les professionnels, pour choisir un professionnel, pour être en mode recherche d'un professionnel à différents moments de l'expérience client. Mais le chiffre que je veux pointer, c'est que les avis clients sur Google, ils ont déjà servi de déclencheur d'achat pour quasiment 80% des personnes qui les consultent. Ça veut dire quoi, ce Ok. chiffre? Ça veut dire qu'on va au-delà de l'avis client qui est un simple outil d'aide à la recherche, à la comparaison, à l'identification d'un professionnel. C'est que c'est un outil déclencheur d'achat. Donc, quand on nous dit « oui, mais les avis clients, c'est de l'image, c'est du bullshit. D'ailleurs, c'est globalement de la merde », c'est faux. Les avis clients, en plus d'être un truc dont on va reparler, qui est quand même relativement robuste et solide, qui a un vrai impact, en plus, ça a un impact business, pas que dans la partie recherche. Ça permet aux consommateurs de déclencher leur achat pour tout un tas de raisons. Ils sont rassurés, c'est au bon moment de leur expérience d'achat, etc. Donc, c'est le chiffre pour moi le plus marquant, notamment par rapport aux études qu'on a fait l'année dernière, l'année d'avant, etc. L'augmentation de ce chiffre sur le déclencheur d'achat montre à quel point il y a un impact direct sur le chiffre d'affaires des entreprises quand ils pilotent bien leur réputation. Et à l'inverse, quand ils le pilotent mal. Ouais, ouais, c'est clair, un élément aussi de réassurance, majeur, hein, je tape le nom, d'une marque, d'un commerce, peu importe et j'ai des avis positifs, bah, forcément il y a cet enjeu d'élément de réassurance. Après évidemment, on a toujours, les clients qui, nous parlent du nerf de la guerre, c'est comment en gros je vais réussir, comment des avis ou ma visibilité locale va me permettre de répondre à mes enjeux de trafic en point de vente et comment justement je vais réussir à mesurer ce trafic, tu vois, drive to store. Est-ce que toi tu as des recommandations ou est-ce que tu as une analyse un peu plus, fine par rapport à ça? C'est sûr que c'est un des enjeux clés pour faire comprendre l'impact des avis clients et de la visibilité locale. Delphine, chez nous, la directrice de la relation client, dit toujours tout ce qui se mesure s'améliore. Et donc, il y a la nécessité de mettre des KPI,
des indicateurs de mesure dans ce qu'on fait. Le Drive to Store, c'est très compliqué par nature, par définition, parce que c'est une expérience online qui doit se clôturer offline. Et donc, on a comme ça un changement dans le parcours qui rend l'élément d'analyse un peu complexe. Nous, on prend un raccourci chez G Suite. C'est que tu sais, le propre de G Suite, c'est que le véhicule qui nous permet de collecter et de diffuser des avis sur les plateformes qui comptent pour nos clients, ce sont des enquêtes de satisfaction, post-expérience, post-achat, post-réservation, etc. Le raccourci qu'on a pris, nous, c'est de systématiquement, dans les enquêtes, ou quasiment, dans les enquêtes qui sont envoyées au consommateur final pour le compte de nos clients, d'inclure ce qu'on appelle une question KPI. Cette question KPI, c'est une question qu'on pose au consommateur. Alors, même si on a des enquêtes qui sont volontairement courtes pour avoir un bon taux de retour, un bon taux de diffusion d'avis, on pose toujours la question de par quel moyen nous avez-vous connu, comment êtes venu chez nous, des questions un peu plus orientées de notoriété, etc. Et avec ça, on a la capacité de dire chez certains de nos clients, 30-40% de vos clients sur ce mois-ci vous ont connu ou bien vous ont choisi in fine grâce à vos avis clients ou parce qu'ils vous ont trouvé via votre fiche Google. Et donc, in fine, on est capable de dire que 30 à 40% de ces clients ne seraient pas venus si vous n'aviez pas une réputation de qualité. C'est énorme comme stat. Ouais. Et donc, ça, c'est notre moyen le plus simple. Après, il y a d'autres éléments un peu moins tangibles, mais typiquement, sur une fiche Google, tu as accès à des données, par exemple, le volume de clics sur l'itinéraire, le volume de clics sur l'adresse, sur le numéro de téléphone, etc. Et donc, tu es capable d'avoir quand même des ratios par rapport au nombre de vues de ta fiche que tu peux traquer, mesurer et voir comment ça s'améliore dans le temps en fonction de tes optimisations. Donc, tu as à la fois des indicateurs, des KPI relatifs directement à ta fiche. Et après, tu as des petites techniques comme celles que nous, on exploite qui sont tout simplement demandées au consommateur final pour aller identifier le poids réel de ta visibilité locale sur ton chiffre d'affaires. Ok, top. Et c'est vrai, tu vois, quand on parle de visibilité locale, donc on parle évidemment de SEO, de référencement de naturel. On voit que le SEO bouge énormément au sein de l'agence. Nous, on a Tugdual notamment qui regarde ça de près avec l'arrivée de l'IA qui va être de plus en plus intégrée, tu vois, dans les moteurs de recherche. Toi, quels sont tes retours d'expérience là-dessus? Donc, tu vois, sur une fiche Google My Business notamment, quel est son véritable impact en fait sur un meilleur référencement en local? Alors, dans les changements que tu évoques, on peut évoquer un petit sujet en aparté rapide Ouais. et qui a fait beaucoup de bruit dans le marché du marketing local, qui est le fameux Digital Market Act, le DMA, qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a tout un tas de boîtes qui ont un peu surfé là-dessus en expliquant, grosso modo, là aussi je prends un shortcut, qui ont expliqué que les fiches Google allaient disparaître et que attention à ne pas concentrer tous ses efforts dessus. Donc, le premier point à bien expliquer, j'en ai fait une tribune qu'on a partagée aussi sur le profil LinkedIn de G Suite. Le premier truc à expliquer, c'est que non, spoiler, les fiches Google ne vont pas disparaître. Et le DMA concerne 1 milliard d'autres trucs que le sujet des avis clients et des fiches. Je prends un exemple très concret. J'ai un iPhone dans les mains. Si je veux payer par carte bancaire, j'ai mon outil pour payer par carte bancaire. J'utilise la techno Apple Pay. Apple va devoir ouvrir cette techno à d'autres fournisseurs. Voilà un exemple du DMA qui n'a rien à voir avec les avis Google. Donc, d'abord, la fiche Google existe, elle existera toujours, il faut s'en préoccuper et suivre ses évolutions. Son impact sur le référencement local, il est évidemment très important. On pourrait parler des facteurs de référencement local, il y en a plein, il n'y a pas que la fiche, il y a les optimisations sur un site internet, le store locator quand on a plusieurs points de vente, etc. La fiche Google reste le véhicule principal. Pourquoi? Parce qu'on observe aussi ce qu'on appelle la tendance du no-click, où les internautes font beaucoup de requêtes locales. Le nombre de requêtes locales, c'est-à-dire magasin à proximité, magasin Nantes, magasin, etc., a augmenté de 400% en 3 ans. Et donc, sur ces requêtes de proximité, très souvent, ce qui va sortir, c'est la fiche Google ou ce qu'on appelle le local pack, donc un ensemble de plusieurs fiches Google, et qui vont se référencer sur un ordinateur au-dessus des résultats naturels. Et sur un mobile, c'est encore pire, en version responsive, le local pack occupe toute la page. Et donc, on voit bien le poids à ce moment-là. Si on veut choper le clic de l'internaute, il faut prioriser le référencement de sa fiche Google et le suroptimiser à fond pour être présent. Ouais, OK. Et du coup, sur cette fiche Google My Business, alors moi, j'ai évidemment quelques éléments de réponse, mais je te pose la question. Nous, on accompagne des réseaux de franchisés, que ça soit dans le domaine de cavistes, commerçants, seconde main, et cetera. Mais, selon toi, qu'est-ce que Google va regarder en premier sur une fiche Google My Business pour être mieux positionné? Alors, pour être mieux référencé, il n'y a pas que la fiche Google. En gros, il y a 2 sujets dans ce qu'on évoque là. Il y a les facteurs de référencement d'une fiche et puis il y a les facteurs de conversion d'une fiche. Les facteurs de référencement, pour améliorer le référencement d'une fiche sur Google, grosso modo, il y en a 5 qui sont très importants. Je l'ai dit très vite. Le premier, évidemment, c'est la complétude de la fiche.
Est-ce que ma fiche Google, elle est bien complétée avec les différentes catégories, les mots-clés, les photos, le titre, les horaires d'ouverture, le lien vers le site internet, un lien de prise de rendez-vous, le cas échéant si ça concerne votre business, etc. Donc, l'exhaustivité dans la complétude de la fiche, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toutes les optimisations on-page sur le site internet, vitrine ou commerce que vous avez. Typiquement, il faut qu'on retrouve ce qu'on appelle le NAP, nom, adresse, téléphone, name, address, phone, c'est pour ça qu'on dit NAP, qui soit bien présent sur le site internet, a fortiori si vous avez plusieurs établissements, que ce soit bien noté. Donc, le deuxième critère, ce sont des optimisations on-page. Le troisième critère, évidemment, ce sont les avis clients, ceux qui sont sur la fiche Google, mais aussi ceux que vous pouvez avoir sur le site internet. Donc, sur les avis clients, 4 critères importants: volume d'avis, note globale, fréquence, donc récence des avis clients, taux de réponse aux avis. Et puis, je termine par un dernier critère qui est un sujet plus orienté autorité. C'est-à-dire qu'il faut que votre site il ait de l'autorité, qu'il y ait des liens entrants qui ramènent vers votre site, qu'il ait un peu d'historique sur votre nom de domaine, qu'il soit évidemment bien renseigné sur la fiche Google, etc. Donc, tu vois, il y a pas mal de facteurs qui parfois sortent de la fiche Google en elle-même, mais Google n'est pas complètement à côté de la plaque et donc va faire le lien entre tout ça, ce maillage-là, et va pousser une fiche Google en fonction de tous ces critères. Il y en a d'autres dont je n'ai pas parlé. Je vais quand même en citer un dernier, pardon Julien, c'est parce qu'il est moins connu. C'est l'existence de toutes ces informations, c'est-à-dire nom, adresse, téléphone, itinéraire, etc., sur Google, mais aussi sur tout un tas d'autres annuaires qui comptent, par exemple les GPS, etc. C'est ce qu'on appelle dans le marketing de présence management, parce que Google va attribuer plus d'autorité à un établissement qui va afficher ces informations, pas que sur Google, mais sur d'autres plateformes qui font autorité, donc des annuaires, des GPS, etc., qui parfois ne sont pas du tout utilisés par les consommateurs ou très peu, mais qui quand même ont de l'autorité aux yeux de Google parce que l'information, elle est citée, ce qu'on appelle des citations locales, elle est citée à plusieurs reprises. Donc, tu vois, c'est un ensemble de critères qu'il faut prendre en compte. Ouais et typiquement, nous, on en parlait aussi avec l'équipe, là-dessus pour, peut-être compléter encore un peu là-dessus. Nous, il y a un truc on a vu des impacts, c'est quand tu ajoutes aussi ton mot-clé principal directement après ton nom d'entreprise, en fait, dans la fiche Google My Business qui fait office, tu vois, de balise, titre, entre guillemets, sur un site internet. Donc, de se dire: «OK, j'ai le nom de mon activité, mais je précise tout de suite dans le titre de ma fiche Google My Business quelle est l'activité justement de mon entreprise». Autre point important qu'on avait noté aussi, c'est d'avoir mais tu le disais là, justement sur ton dernier point, c'est d'avoir les mêmes horaires d'ouverture sur ton site internet, sur la fiche Google My Business, qu'il y ait pas de différence entre les horaires d'ouverture entre les différents sites où tu es référencé. Et puis il y a un petit plus, et on le voit très peu utilisé, mais sur les fiches Google My Business, tu peux publier du contenu un peu comme sur des réseaux sociaux. Et là, on dit à nos clients, voilà, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, reprenez certains posts, alimentez en fait cette fiche Google My Business avec des posts, comme il y a cette fonctionnalité. Alors je sais plus depuis combien de temps elle existe, pour être très honnête, mais c'est dommage de s'en priver aussi sur ces sujets-là. Absolument. Top. Et sur les avis en ligne du coup qui vont être, laissés, donc les avis en ligne, les notations, comment selon toi, voilà, ça influence la réputation d'un point de vente, en local? Bah, c'est toujours la même chose, c'est un peu comme le sujet d'avant. Il y a toujours, quand on parle de fiches Google, il y a deux cibles. Il y a une première cible qui est l'algorithme de Google pour mieux te Mmh. référencer. Et là, c'est tous les critères qu'on a évoqués. Mais il y a une deuxième cible, c'est les consommateurs au-delà de l'algorithme. Tu vois, quand je reprends ce que tu disais sur les horaires d'ouverture, qui est juste crucial, c'est ce qu'on appelle le syndrome La Poste. J'espère que personne de La Poste nous écoute, parce que ça va être vexatoire. Ah, Il y a tu vas te faire des ennemis, c'est sûr. il n'y a rien de... Non, mais bon, tout le monde progresse. Ils ont progressé d'ailleurs. Mais il n'y a rien de pire comme expérience client, au-delà de parler de facteurs de référencement et d'algorithme, que de dire il est midi, je vais aller à la poste, je regarde sur Google, on me dit que ça ferme à midi et demi, je pars tranquillou à midi, je me pointe devant la poste, en fait, ça ferme à midi. Et imagine la même expérience. Je suis au bureau, il est midi, ça ferme à midi et demi sur Google, j'allume Waze pour y aller en bagnole, on me dit que ça ferme à midi. Qu'est-ce que je crois? Donc, tu vois, là, on a bien le côté expérience utilisateur. Bon, bah, pour le sujet des avis clients, c'est pareil. Il y a un élément qui est très factuel que j'ai commencé à évoquer, c'est qu'on parlait des facteurs de référencement, mais dans les facteurs de conversion, ce qui fait qu'une fiche Google va être impactante, va générer du clic, va générer du business. Dans les 10 principaux critères de conversion d'une fiche Google, il y en a 5 qui concernent les avis clients. Volume d'avis, qualité de la note, fraîcheur des avis, taux de réponse, entre autres. Donc, d'un point de vue algorithmique, ce sont les critères les plus importants, ceux qui concernent les avis clients. Et puis, il y a l'autre cible, que sont les consommateurs. Et ça, évidemment, les gens sont de plus en plus matures. Évidemment que les avis clients ont un impact sur leur choix à différents moments de leur expérience, quand ils comparent, quand ils veulent choisir où se décider. C'est pour ça que je parlais du chiffre de déclencheur d'achat tout à l'heure. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que par ordre d'importance, le critère numéro 1, ce sera toujours, c'est contre-intuitif, mais ce sera toujours le volume d'avis et pas la note. Il vaut mieux avoir
4,8 sur 5 sur Google et 500 avis que 5 sur 5 et 22 avis. Parce que les consommateurs ne sont pas complètement bêtes et ils savent très bien que 5 sur 5, c'est bizarre, c'est pas très objectif et ils aiment bien aller gratter un peu les problématiques qui peuvent exister. Et c'est pour ça que par ricochet, c'est pas grave d'avoir des avis négatifs. Par contre, il faut y répondre. Et donc là, on a la réponse qui devient importante de nouveau. Réponse importante d'un point de vue du consommateur et taux de réponse important d'un point de vue algorithmique. Donc, tu vois, on a constamment ce jeu entre cette cible algorithme et cette cible utilisateur. Ouais, tu parlais effectivement de devoir répondre aux avis. En fait, ça paraît évidemment, logique, et bien sûr, c'est bien de penser une fiche Google My Business pour Google, mais il faut penser aussi à ses utilisateurs. On reparlera après, si tu veux bien, de la gestion des avis, mais avant d'avoir ces avis à gérer, en fait, il faut les récupérer. Nous, on a beaucoup de clients, tu vois, qui ont la hantise de se dire: «Ah, si je dois récupérer des avis, j'ai peur d'avoir de mauvais avis qui tombent, j'ai peur d'avoir de faux avis qui s'accumulent». J'ai peur de pas avoir le temps d'y répondre, j'ai peur de pas avoir les mains pour les supprimer et cetera. Donc je préfère faire l'autruche, me mettre la tête dans le sable, en espérant de pas avoir de ce genre de soucis ou de préoccupations, à gérer, et j'aimerais du coup, t'entendre sur le sujet. Ouais, bah, c'est terrible parce que tu es en plein dans le mille, évidemment. C'est le pain, la douleur principale des professionnels, notamment les indépendants, hein, qui sont peut-être Ouais. moins staffés en marketing. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, je te donne un chiffre qui est relativement éloquent. Guess Suite a 10 ans d'existence. En 10 ans d'existence, on a collecté, tu imagines bien, des millions et des millions, des dizaines de millions d'avis clients. 86% des avis de ces dizaines de millions d'avis qu'on a collectés sont des avis positifs, donc 4 étoiles et plus. Mmh. Cette data, elle veut dire quoi? Elle insiste sur un problème. En général, et c'est spécifique à la France que je vais dire, 90% des clients mécontents s'expriment, seulement 1% des clients satisfaits s'expriment. Le problème n'est pas de dire comment je fais fermer leur bouche aux 90% de clients mécontents. Le vrai sujet, c'est comment je fais parler les 99% de clients satisfaits qui ont la flemme de déposer un avis. C'est ça le vrai sujet. Donc faire l'autruche et ne rien faire, c'est encore pire parce qu'on aggrave son cas. On donne que la parole aux mécontents qui, eux, vont bien se lâcher, vont se faire chier à se créer un compte Google, à aller déposer un avis, etc. Le vrai sujet, c'est la proactivité. Ce qu'on fait chez Guess Suite et pourquoi on a des résultats positifs, et c'est au-delà de Guess Suite, ce que je conseille aux professionnels, c'est donc la proactivité, c'est mathématique. Si tu donnes, à moins de bosser vraiment mal, et c'est très rare, c'est un professionnel sur 100, d'être une quiche qui vraiment remplit pas ses contrats clients, etc. Si tu interroges 100% de tes clients, tu vas d'abord et surtout donner la parole à des clients satisfaits qui avaient la flemme de s'exprimer. Et tu vas continuer à avoir des avis négatifs, mais ce n'est pas très grave. Si tu fais bien ton boulot, tu donneras surtout la parole aux clients satisfaits. Donc, il faut se forcer. Et le dernier point, sur ce que tu évoquais, la complexité d'aller quémander un avis, etc. Mmh. En gros, il y a trois manières de demander un avis. Soit effectivement, il n'y a que l'humain, on va quémander et on se fait un peu du mal. On dit, ah, vous seriez OK pour mettre un avis, mais c'est dur, on n'est pas toujours à l'aise, ça fait un peu quémander. Bon, c'est compliqué. Il y a une deuxième manière, c'est de dire, allez, j'envoie le lien de ma fiche Google en espérant que les gens déposent un avis. Alors, c'est bien parce qu'au moins, on simplifie le travail du client en lui envoyant la fiche Google, on essaye d'industrialiser un peu le truc. Le problème, c'est qu'il y a plein de frictions pour le consommateur. Si on ne le fait pas tout de suite, il ne le fera jamais après. Pour déposer un avis Google, il faut qu'il ait un compte Google, etc. Et puis, il y a une troisième manière, c'est celle qu'on a nous, hein, c'est de passer plutôt par le véhicule de l'enquête de satisfaction. C'est beaucoup plus facile de dire à un client, est-ce que tu aurais 30 secondes pour répondre à une enquête de satisfaction? Ça me permet de m'améliorer. Comme ça, quand tu reviens dans mon établissement, on aura pris en compte ces demandes-là. Tu vois, cette approche de la mesure de la qualité, elle est beaucoup moins agressive que dire, tiens, mets-moi un avis 5 étoiles. Alors, il y a des business pour lesquels ça marche, hein. Les experts là-dedans, c'est les vendeurs de clopes électroniques. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, eux, tu vois, les petits vapoteurs, l'atelier du vapoteur, etc., c'est des stars là-dessus parce qu'ils ont une mécanique très simple. Mets-moi un avis 5 étoiles, tu repars avec 20 € de bon d'achat. Le problème, c'est qu'il y a un plafond de verre là-dessus. Au bout d'un moment, si tout le monde fait ça, tu te retrouves avec tous les magasins de clopes électroniques qui ont tous 600 avis et 4,8 et tu ne fais pas la différence. Donc, pour tous les autres, tu as vraiment cette mécanique de travailler par le prisme de la satisfaction qui est très intéressant. OK, et du coup, après tu arrives à l'étape d'après, tu commences à récolter des avis positifs, négatifs, mitigés, voilà, c'est la vie d'une entreprise d'avoir, on peut pas avoir que du 100, ça serait trop beau. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça fait louche d'avoir une boîte qui a, 500 avis et que du 5 sur 5. Du coup, quand tu récupères des avis pour les gérer, bah, comment tu fais? Et évidemment, là aussi, on a des éléments de réponse, mais entre, l'avis positif, alors nous, c'est ce qu'on voit régulièrement. Là, typiquement, on a un client dont je tairai le nom, mais quand il a des avis positifs, il les répond pas. Quand il a des avis négatifs,
à chaque fois, donc c'est jamais de sa faute et on a un dirigeant qui accepte mal la critique, donc c'est compliqué. Donc toi, est-ce que tu as des recommandations là-dessus? Alors, évidemment, la reco principale, c'est 100% de taux de réponse. On répond aux clients satisfaits pour montrer qu'on est dans le nec plus ultra de la relation client jusqu'au bout. Et la réponse aux avis négatifs, ne jamais oublier qu'elle est certes importante pour répondre aux clients qui ont mis un avis négatif, mais elle est surtout hyper importante pour les prospects qui sont en train de lire les avis. Comme je le disais, un avis négatif, c'est pas grave. L'important, c'est d'y répondre. Et la chance qu'on a sur Google, grâce à Dieu, c'est qu'on n'est ni sur Twitter ni sur Facebook. Et on ne va pas s'étendre dans un fil de réponse à l'infini. C'est le propriétaire de l'établissement qui a le dernier mot. Et donc, répondre, encore une fois, est important pour les gens qui vont consulter les avis au moins autant que pour répondre à la personne qui a déposé un avis négatif. Par ailleurs, la réponse aux avis est, encore une fois, double cible. D'un point de vue algorithme, taux de réponse, amélioration du référencement. Et d'un point de vue consommateur, répondre à ces avis, c'est une occasion en or de continuer à faire du marketing. Sur les gens contents, encore une fois, relation client. Sur les gens mécontents, on fait du marketing. On invite à revenir tester une autre offre. On s'excuse et on invite à revenir tester l'offre qui a été un peu en échec. On présente des nouvelles offres, on présente une nouvelle activité, etc. Donc, c'est un levier formidable, en fait, pour non seulement faire de la relation client et faire du marketing, parce qu'on expose à des milliers de gens qui regardent notre fiche Google tous les mois quelle est la réalité de notre service et de notre relation client et de nos offres. Ouais. Et aujourd'hui, tu parlais de plateforme évidemment où on peut, être présent quand on tourne une activité avec un ancrage, local. On a un panel de plateformes qui existent, pour booster, pour bosser, sa visibilité en local. Est-ce que pour toi, il y en a quelques-unes qui sont, incontournables, qu'il faut absolument, où il faut absolument être présent? Est-ce que c'est par secteur? Comment tu vois la chose? Ouais, le marché des plateformes, il est vraiment scindé en différents types. Alors, la plus importante reste de très loin Google pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est multisectorielle. Et la deuxième, c'est qu'elle est au début du parcours de recherche d'Internet, puisqu'elle est sur Google directement. Ensuite, effectivement, il y a une plateforme dont je veux dire un mot, parce qu'elle est toujours sous-cotée, c'est Page Jaune. L'intégralité du marché considère que Page Jaune, c'est vieillot, c'est pour les seniors, et globalement, c'est pas très bon. En fait, Page Jaune, c'est des millions et des millions de trafic mensuel. Alors, je ne sais pas combien fait de trafic le site des gens qui nous écoutent, mais en tout cas, chez GetSuite, on ne fait pas 15 millions de trafic mensuel. Donc, d'abord, ils ont une audience mais monstrueuse. Et en plus, si vous ouvrez l'appli Plan sur un iPhone, encore une fois, par exemple, bah, c'est bien sur l'appli Plan d'Apple, c'est bien les avis Page Jaune qui remontent. Donc, moi, je considère toujours en top prio Google Page Jaune pour être sûr de verrouiller, on va dire, le grand public. Et ensuite, effectivement, il y a des plateformes d'expertise sectorielle. C'est le fameux exemple de TripAdvisor dans l'industrie du tourisme. Mais c'est valable beaucoup dans le tourisme. Les plateformes expertes dans d'autres secteurs d'activité, typiquement dans l'immobilier, dans l'automobile, en fait, elles ont une portée qui est très, très faible. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est des confrères / concurrents et je ne veux pas faire de mauvaise pub, surtout pas. Mais ces plateformes-là, on se rend compte dans l'étude IFOP, on a interrogé les consommateurs français sur les plateformes qu'ils utilisent en fonction des secteurs d'activité. Et même dans l'immobilier ou l'automobile, tu as beau avoir une plateforme d'avis grand public, en fait, les gens s'en foutent un peu et ils vont quand même sur Google. Donc, on peut s'attacher à regarder les réputations qu'on a sur ces plateformes-là, mais la top priorité, c'est quand même les grosses plateformes grand public à forte notoriété, comme Google, Page Jaune, TripAdvisor, Booking.com, etc., etc. OK, top. Super et là, on parlait pas mal, des, avis effectivement de la les réputations. Il y a un vrai enjeu aussi pour les activités qui ont un besoin de visibilité en local, c'est de la pub. Toi, c'est quoi les avantages de faire, des campagnes publicitaires, alors que ça soit, du SEA, du Google Ads, que ça soit du social ads? Est-ce que tu vois des avantages à utiliser ce type de levier? Et je compléterai peut-être aussi avec, mon point de Ouais, vue par la suite. ouais, bien sûr. Non, mais surtout que Julien, je pense que sur cette partie SIA, AdWords, tu es 100 fois plus expert que moi parce que c'est pas forcément une problématique qu'on tacle chez Mmh. GetSuite, évidemment, on la connaît. Donc, je dis un mot, mais je te laisserai vraiment compléter. Pour moi, c'est très important pour deux raisons. La première, c'est que c'est ultra complémentaire avec une approche organique, donc de SEO local, hein, de visibilité locale, notamment dans une logique pour pousser des actions ponctuelles. C'est-à-dire que les réputations, la visibilité locale, les avis Google, c'est de la longue traîne, c'est sur le long terme, c'est je bâtis une notoriété, une réputation, un positionnement long terme. Par contre, si j'ai besoin de doper mon chiffre d'affaires, de générer du lead à court terme, d'avoir des actions commerciales très rapides parce que j'ai une nouvelle offre, parce que je suis un peu en galère aussi, ça peut exister, etc. Dans ce cas-là, Ads est imbattable, que ce soit Mmh. sur le search, que ce soit sur GMB, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est que évidemment, on vient compléter un dispositif qu'on dit donc cross-canal ou multicanal même,
en ayant une approche géolocalisée. Et les outils de search payants permettent de faire ça aujourd'hui. Donc, on a une forme d'exhaustivité dans notre ciblage qui est vachement intéressante pour avoir du poids sur un laps de temps défini. Ouais, clairement. Ouais, tu le disais, c'est exactement ça. Le SEA, en plus, va venir nourrir le SEO, donc il faut pas s'en priver. Donc des campagnes, locales, effectivement, en fonction des intentions de recherche, évidemment, ça va être intéressant. Alors, on prend toujours le temps, nous, chez Modo, de dissocier 2 choses, parce qu'effectivement, quand on parle de campagnes de pub sur du Google Ads par rapport à des campagnes, social ads, sur du Facebook, sur du Insta, sur du TikTok, ce que l'on veut, on cible pas les mêmes, on n'est pas dans les mêmes typologies de profils, pas au même moment. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on va faire du SEA, on est sur de l'intention d'achat qui va être forte puisque la personne va taper un mot-clé avec une ville associée. Et donc, si elle tape ce mot-clé, c'est qu'a priori, elle a envie de s'acheter des chaussures, d'aller dans un restaurant, de chercher un cordonnier, je dis n'importe quoi. Alors que de la pub sur les réseaux sociaux, bah, c'est quelque chose qui tombe dans ton fil, tu n'as rien demandé, tu es entre 2 vidéos de Ligue des Champions, une recette de cuisine, bref, un post d'un copain en Australie et puis boum, tu as une pub qui te tombe dessus. Donc forcément, l'intention d'achat est pas la même et le taux de conversion, il y a de grandes chances qu'il soit meilleur sur du SEA évidemment que, sur du social ads. Le social ads va plutôt nourrir la notoriété finalement, mais encore une fois, tout ça, ça peut être fait en local. Donc sur du Google Ads, on peut vraiment cibler sur du local. C'est pareil sur du social ads, pardon. Sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, on peut très bien cibler une zone géographique, un département, une région. On peut cibler à quelques kilomètres autour d'un point de vente et on peut même aller plus loin puisque avec aujourd'hui l'API de conversion qui est proposée par Meta, donc il nous casse un peu la tête parce que du coup ça a tout pété sur le pixel qui existait auparavant. Bref, on est capable de récolter de la donnée et d'avoir des audiences lookalike, donc des audiences similaires qui va aller chercher des utilisateurs en local qui sont jamais venus sur votre site internet pour leur pousser de la publicité et même qui va vous proposer de faire du retargeting. Alors, on sait que ça nous gonfle tous un peu lorsqu'on va sur un site consulter une paire de chaussures et que sur Insta on retrouve comme par hasard la paire de chaussures en question. Mais quand c'est bien travaillé, quand c'est bien bossé, bah, les résultats sont forcément très bons. Donc, évidemment, ça vient en complément de cette gestion d'avis, de e-réputation et de SEO dont on parlait précédemment. Si on continue, bah, là j'avais une question là qui est remontée. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Vous voyez, on déroule quand même pas mal, on va assez vite parce que bah, le timing est un peu court et que tout le monde aussi a pas mal de choses à faire. Mais j'ai une question qui a été posée. Je vois qu'on a 60-70 participants actuellement, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et notamment, bah, c'est les erreurs courantes qui reviennent régulièrement quelles sont les erreurs que font les entreprises en matière de visibilité locale. Qu'est-ce qu'il faut éviter justement de faire? Est-ce qu'il y a vraiment des trucs à bannir dans les comportements et qui vont malheureusement nuire de façon importante à notre visibilité locale? Bah, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas s'en occuper, tu vois. Quand on monte alors qu'on soit un indépendant ou un groupe, hein, si tu montes un business avec 25 ou 30 boutiques et que dans ta shortlist de tes premiers chantiers avec tes 30 boutiques, tu n'inclus pas la gestion de tes fiches, la gestion des avis clients, etc., bah, ça part très très mal parce que il va falloir faire un peu de traction, générer tes leads, générer ta première notoriété, etc. Et ça commence par ça. Et c'est valable pour un indépendant. Moi, je milite depuis toujours. Moi, j'adorerais. Tu vois, mon rêve ultime chez GuestSuite, c'est que quand tu montes ton entreprise, même une petite entreprise, à jour 1, tu as ton logiciel de facturation, tu as ton expert comptable, tu as ton truc à la CCI. Et moi, je dis, tu devrais avoir GuestSuite. Alors, il faudrait qu'on revoie nos prix, peut-être, j'en sais rien, peut-être des offres de gratuité sur 6 mois, machin. Mais tu devrais avoir GuestSuite pour, à jour 1, être sûr d'avoir ta fiche Google, avoir ta première enquête de satisfaction pour bâtir la suite de ton aventure sur la base de la voix de tes clients, pour collecter tes premiers avis clients, pour faire tu vois, pour moi, c'est ça, le standard, c'est de s'en occuper. Donc, la première erreur, c'est de détourner le regard. La deuxième erreur, c'est de s'en occuper, de faire l'autruche. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Ceux qui ne veulent pas regarder les avis négatifs, ceux qui ne veulent pas s'en occuper, parce qu'ils se disent, ça me fait chier, de toute façon, les gens font que de se plaindre, j'ai que les mécontents qui s'expriment. Ben ouais, mais your call, tu n'as qu'un truc à faire pour remplacer ça, c'est la logique de proactivité dont je parlais. Donc, la deuxième chose à faire, c'est de surtout pas détourner le regard. Et la troisième chose, bon, là, pardon, minute d'autopromotion, mais je promis, ça va très vite. La deuxième chose, c'est de rester enfermé sur soi-même. Pour performer sur ces métiers-là, c'est pas un drame de se faire accompagner par des experts. Alors, même sans parler de GuestSuite, ça peut être des agences de communication, des agences d'expertise sur le search, typiquement comme Modo. Et après, ça s'appuie aussi
pour être efficace sur des leviers technologiques qui ne peuvent pas exister chez les entreprises. Je donne un exemple très concret. Pour maximiser la diffusion d'avis vers Google sur la base d'enquête de satisfaction, le NEC plus ultra, c'est d'avoir des technologies qui sont des API qui permettent de faire ce lien-là et de faciliter pour le client le dépôt d'avis vers Google. Ces API-là, Google ne les donne qu'aux acteurs comme Guest Suite. Donc, il y a un moment donné, savoir s'entourer de Guest Suite, d'un confrère, peu importe, vraiment, j'essaie d'éviter l'autopromo. Je sais que les gens n'aiment pas ça et je comprends. Mais en tout cas, savoir s'entourer. Donc, 3 erreurs, ne pas s'en occuper, faire l'autruche, c'est-à-dire mal s'en occuper, et vouloir faire ça dans son coin. Il faut vraiment s'entourer. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi aussi? Je t'en propose 3 autres entre guillemets. Nous, par exemple, on a des clients qui, paniquent en disant: «On a reçu un avis négatif, faut qu'on réponde là, dans l'heure, tout de suite». Moi, je leur dis, enfin, on leur dit, «Attention, oui, on est dans un monde où il faut répondre vite et cetera. Maintenant, si on a un avis négatif justifié, construit, argumenté, on peut se laisser 24 heures pour répondre, ça va pas non plus changer la face de la donne et au contraire, ce sera quelque chose de plus construit à froid, parce que quand on répond à chaud, souvent, on peut avoir des sorties de route. Donc ça, c'est la 1re chose. On peut se donner un peu de temps. On est dans un monde, qui va très vite, mais on a le droit de se donner un peu de temps pour respirer et pour, construire une réponse cohérente. La 2e chose, c'est on a des clients aussi réfractaires qui disent: «J'ai pas envie de donner de l'argent à Google, j'ai pas envie de donner de l'argent à Meta, ça sert à rien et compagnie» et c'est souvent une erreur. Je le prends souvent en exemple quand j'interviens, en formation. On a des clients qui sont prêts à mettre, 10 000 € dans un encart publicitaire, dans un magazine, tu vois, bien papier, qui peuvent imprimer, avoir, à portée de main, mais qui vont rechigner à l'idée de se dire: «Non, je vais pas donner quand même 3 000 € pour des campagnes de pub en local, sur Facebook, Insta ou sur du Google Ads» et c'est là où on essaie de leur expliquer pas forcément l'incohérence, mais de se dire, en fait, les 2 peuvent être complémentaires. On vous demande pas d'arrêter le papier et de faire des campagnes de pub. On comprend, cet intérêt aussi. Mais c'est juste parce que forcément, bah, cette pub, ils vont pas l'avoir à l'affichage 4x3, les abribus, les sucettes de bus et cetera. Ça va être digital et peut-être qu'ils vont même pas voir la pub et c'est peut-être bien parce qu'ils sont peut-être pas dans le ciblage finalement des produits qu'ils ont Ouais, de en toute façon, à moins d'avoir une notoriété spontanée de malade et de s'appeler Dior, Chanel ou je sais pas quoi, moi, le 4x3, toi, tu dis poliment et politiquement, on comprend l'intérêt de ce genre de campagne. Moi, je ne comprends pas. ouais. Si j'ai 3 000 € à investir, mais pour une raison très simple, tout chef d'entreprise ou tout décideur qui pourrait être client de Modo, il sait pertinemment l'importance du retour sur investissement des campagnes. Mmh. Et si tu mets 3 000 € dans n'importe quel papier, pour mesurer, à moins de mettre à l'ancienne un QR code qui va traquer la campagne machin, c'est très dur de dire combien ça génère en notoriété. Encore une fois, à moins d'avoir une grosse stratégie de notoriété bien bâtie. Alors que l'avantage de donner son argent à Google Dublin, n'est-ce pas, c'est que si je mets 3 000 €, je sais à l'euro près combien je vais en générer derrière, y compris sur des campagnes de notoriété. Donc, rien que pour des raisons basico-basiques d'analyse stratégique, de ROI, etc., c'est beaucoup plus pertinent de le faire. Attention, je ne vais pas non plus être dans l'excès de dire le offline, c'est de la merde. C'est juste effectivement ultra complémentaire. Mais si l'argument qu'on fait valoir, c'est le ROI, c'est l'efficacité de mes campagnes, en fait, il n'y a pas du tout à réfléchir. Mmh. Ouais, ouais, je suis 100 d'accord et ça fait la transition et je vois qu'on a posé la question et c'était mon dernier point aussi, c'est faites tout ce que vous voulez, mais mesurez les retombées que vous allez avoir et c'est la force du digital, en local d'ailleurs ou pas en local, c'est qu'on peut analyser plein de choses. Et donc du coup, la question c'est ouais, comment je mesure efficacement finalement le retour sur investissement des efforts que je vais déployer pour justement améliorer cette, visibilité, locale selon toi? Alors attends, Julien, excuse-moi, ça a coupé un chouïa sur la fin de la phrase, Non, pardon. t'inquiète. Ma question, c'était, comment justement tu peux mesurer l'efficacité de tes actions quand tu déploies, tu vois, des actions pour améliorer la visibilité locale? Comment tu arrives à mesurer concrètement que le fait d'avoir des avis, une page Google My Business et cetera ou d'autres leviers, te permettent de travailler tes KPI, quoi? Alors, encore une fois, tu as plusieurs manières de le faire. Je vais en citer 2 pour aller très vite. La première, c'est les indicateurs quantitatifs intermédiaires que vont être, par exemple, évidemment, l'évolution du nombre de vues. Basiquement, quand on travaille avec des suites, on fait des optimisations sur une fiche Google, on est censé voir un impact sur le nombre de vues. Donc, l'évolution du nombre de vues, l'évolution du taux de clic sur l'itinéraire, sur le site web, sur le numéro de téléphone, sur tous ces éléments-là. Donc, tu as tous ces indicateurs intermédiaires-là. Et puis après, tu as des indicateurs plus directs. Exemple très concret sur un de nos clients IDM que je ne vais pas citer parce que comme je vais parler des chiffres d'affaires, etc., je ne vais pas me mettre dans la douleur. On a des clients qui, nous, sont en capacité de dire par les enquêtes de satisfaction Guest Suite, j'ai collecté X avis que j'ai diffusé. Ces avis-là, comme ils savent très bien d'où ils viennent, dans nos enquêtes, tu te rappelles ce que j'évoquais tout à l'heure, les questions KPI, on est capable de dire que tel client est venu grâce aux avis clients.
Et sauf que ces clients-là, bah, on les traque grâce aux enquêtes de satisfaction et donc on fait le lien avec le CRM. Et donc sur le CRM, on sait qu'est-ce qu'ils ont acheté. Donc en l'occurrence, on va être par exemple sur des magasins de meubles, par exemple. Sur un magasin de meubles, si je sais que tel client a acheté pour 1000 euros de meubles et que ce client-là m'a mis un avis 5 étoiles, mais que par ailleurs dans l'enquête, il a dit qu'il m'avait connu grâce aux avis clients ou que les avis clients avaient été un déclencheur d'achat, bah, grosso modo, je sais que je peux attribuer les 1000 euros de son chiffre d'affaires à l'impact des avis clients. Et donc, quand on réussit à traquer, petit 1, les chiffres d'évolution de ma visibilité grâce aux indicateurs Google, petit 2, le suivi de mes clients et de leur satisfaction, et petit 3, le chiffre d'affaires de ces clients-là, tu peux facilement tirer le trait et aligner toutes ces datas, et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, pour assez basiquement dire Guest Suite m'a coûté X euros par an, mais m'a rapporté X euros par an. Et donc, par Guest Ouais. Suite, je prends évidemment la stratégie de gestion des avis clients, fiche Google, etc. Ouais, je suis 100 d'accord avec toi et en plus de ça, si je reviens sur les sujets un peu plus, publicité, locale et cetera, alors on peut traquer évidemment sur un site web, alors là, je vais pas rentrer dans le détail, mais de façon très simple sur un achat, sur un formulaire de contact, je suis capable de savoir si ça vient de mes Google Ads, de Insta, de Facebook, de, SEO, bref, ça je peux le traquer. Après, il y a toujours la logique du drive to store. Comment je sais qu'une campagne de pub, génère du trafic en drive to store? Moi, j'ai envie de dire, alors tu peux avoir du QR code sur des ads, tu peux avoir à l'ancienne avec des offres que tu communiques uniquement sur certains supports. Voilà, avec tel, je sais pas, tel mot-clé en point de vente, vous avez un café offert, tu diffuses que sur Insta. Bah, tu es capable de savoir en point de vente, OK, sur 100 visiteurs aujourd'hui, il y en a 37 qui m'ont demandé un café parce qu'ils avaient vu ma pub Insta. Voilà, tu arrives à analyser finalement ton retour sur investissement. Et après, évidemment, avec ton panier moyen ou ce qui va être généré dans ton point de vente, tu arrives à traquer tout ça. Mais ça demande une rigueur, de se l'appliquer et de tenir à jour ces indicateurs. J'aimais beaucoup la phrase de ton DAF, si tu peux me la ressortir, j'ai oublié de ta DAF ou Delphine, relation client, tout ce qui se mesure s'améliore. C'est simple, mais voilà. c'est tellement vrai. Typiquement, c'est ça. Le digital n'est pas une science exacte. Il faut tester différents supports, différents leviers et analyser les retombées pour savoir si on est dans le bon chemin ou s'il y a des choses, bien sûr, et il y aura des choses à ajuster. Top. Et ben, on arrive à la fin de ce webinaire. C'était super cool et je serais curieux d'avoir, toi, est-ce que tu vois des tendances un peu émergentes dans le domaine de la visibilité locale qui pourraient être prises en compte, tu vois, par des entreprises qui auraient justement des enjeux de noto ou de conversion en local? Est-ce que tu as des choses que tu vois un peu arriver? On parlait de l'IA tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, il y a un truc, alors je suis peut-être à côté par rapport à ta question, mais nous, on commence à regarder, alors on commence, ça fait 6 mois, mais on va dire que c'est un processus qui prend du temps. Alors attention à tous ceux qui ont des cheveux blancs ou qui n'en ont pas, comme moi, parce que je vais parler de TikTok. Mais j'ai eu la chance de faire une intervention chez Audencia Sciencescom il n'y a pas longtemps. Et j'ai demandé, donc j'avais une quarantaine, une cinquantaine d'étudiants C'est une euh, très bonne école, hein. devant. Bah oui, c'est parfaitement objectif en plus. J'avais une cinquantaine d'étudiants en face. Je leur ai demandé où est-ce qu'ils consultaient les avis. Grâce à Dieu, une majorité m'a répondu Google et j'en ai plein qui m'ont répondu TikTok. Et en fait, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai constaté que TikTok sortait son nouvel outil de gestion d'avis client au sein de TikTok. Tu peux chercher, alors évidemment, c'est beaucoup dans l'univers de la food aujourd'hui, mais un restaurant, un business, etc., directement à TikTok. Ah, Et il y yes. a des news, il y a des avis. Donc, je suis peut-être à côté par rapport à ta question, vous êtes peut-être trop micro, mais nous, on surveille vachement les nouvelles plateformes, les nouveaux réseaux qui apparaissent parce qu'évidemment, il y a une question de génération et donc d'usage. Et nous, notre volonté, c'est de répondre aux besoins des professionnels chez Guest Suite, mais les besoins des professionnels, ils seront toujours corrélés aux habitudes des consommateurs. Et donc, les habitudes des consommateurs, il faut les suivre. Ensuite, il y a évidemment les enjeux d'intelligence artificielle en long, en large, en travers. Et puis, le dernier point, ce qu'il faudra surveiller, puis je m'arrêterai là, c'est le sujet du cadre législatif autour des avis clients. Évidemment, nous, on est Guest Suite, on a la norme AFNOR sur les avis clients qui nous oblige sur un sujet de modération des avis, etc. Mais donc, tout ce lien entre à quoi va ressembler le dépôt d'avis dans le temps devrait évoluer, va évoluer un peu avec le Digital Market Act, probablement, même si c'est mineur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça devrait probablement évoluer. Il y aura peut-être des nouvelles plateformes, etc. Donc, de manière générale, aujourd'hui, moi, je n'aime pas le côté boule de cristal. Je prévois rien, je fais avec ce qu'on me donne et je me nourris de l'actualité. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse actualité sur la visibilité locale en ce moment. Super. Non, super intéressant sur TikTok. J'avais pas eu cette info et ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil. Top. Écoute, Clément, un grand merci pour ton temps, pour ta vision, ton expérience, pour tes retours qui sont hyper intéressants. Pour ceux qui ne connaissent pas Modo, on a un WhatsApp Business qu'on envoie tous les mardis. Si ça vous intéresse, vous pouvez flasher le QR code
qui apparaît à l'écran. Il faut bien enregistrer notre numéro de téléphone dans vos contacts et après vous recevrez tous les mardis nos 3 actus digitales. Donc ça peut être des tendances marché, des nouvelles fonctionnalités, des contenus qui nous semblent intéressants sur l'univers du digital. Donc si ça vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à flasher ce QR code. Le webinaire sera disponible en replay, dès qu'on va couper puisqu'on est directement sur LinkedIn, donc il sera accessible, tout de suite. Évidemment, on fera sûrement, 1 ou 2 posts pour ceux qui souhaitent, reconsulter ce replay et puis si vous avez envie de prendre contact avec moi ou avec Clément, rendez-vous sur LinkedIn. On vous a mis évidemment les numéros de téléphone et les adresses, email, mais ça sera avec plaisir pour échanger autour de vos enjeux de communication en local, au national. Clément, il me reste plus qu'à te remercier pour ton temps, ton dynamisme, et puis de Bien, merci toute pour façon, l'accueil, à très question. bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt. À bientôt.